simplement vous présenter, enfin déjà un peu l'ensemble de mon travail. J'ai envie de dire les termes principaux, c'est nécessité et plaisir. Ensuite, je vais vous parler d'une pratique, mais surtout d'une éthique, de ma démarche avec l'anamnèse, la plainte, en reprenant la démarche assez traditionnelle d'une famille qui consulte pour un enfant auprès d'une orthophoniste, du bilan orthophonique, des bilans complémentaires. Je rappellerai pour mémoire le fonctionnement de l'enfant à haut potentiel, ses atouts, ses fragilités, ses besoins. De notre projet thérapeutique à quatre mains, un travail essentiellement pour moi dans la relation et de la rééducation en soi. Donc je suis orthophoniste, passionnée par les hauts potentiels complexes avec troubles cognitifs. Vous savez bien, tous ceux qu'on a connus largement dans l'histoire et qu'on connaît encore. J'évoquerai Einstein, Michel-Ange, Flaubert, Picasso. Donc je suis celle que les parents viennent consulter pour des difficultés scolaires, que ce soit des troubles d'apprentissage, de la lecture, de la compréhension des consignes, des troubles de l'attention, de la mémoire, de concentration, pour retenir un cours, comprendre un texte et organiser son travail. Tous ces enfants-là sont par ailleurs intuitifs et hypersensibles. Alors je préfère personnellement le terme de thérapeute de langage à celui d'orthophoniste concernant ces enfants-là, parce que orthophoniste au sens étymologique consisterait à remettre droit la parole, évoquant une certaine rigidité, et j'opte davantage, dirais-je avec humour, pour orthophonie, orthofolie, en considérant les notions de nécessité et de plaisir évoquées par Hubert Nissen. Orthopholie dans le sens d'une rééducation thérapeutique dans un espace de liberté, de créativité, de sens, ce qui est capital chez l'enfant à haut potentiel, d'accompagnement, que l'enfant s'approprie sa rééducation, qu'il soit totalement acteur, attise son désir, sa curiosité, dans le plaisir que son intelligence fourmille, sans rigidité ni évaluation. Mon travail repose certes sur une pratique, mais surtout sur une éthique. En effet, je vous confierai que ma sensibilité et mon engagement pour la rééducation des enfants à haut potentiel se sont aiguisés lorsque j'ai appris il y a quelques années la disparition brutale du fils de Françoise Nissen, éditrice d'Actes Sud, un de ses enfants précoces, surdoués, dyslexiques, passionnés, douloureux, dont l'école et le système éducatif n'ont pu résoudre les problèmes d'apprentissage. Ce jeune homme, qui était fort doué en dessin, a décidé d'arrêter de vivre à 18 ans, et c'est alors, je rappellerai que ses parents ont ouvert près d'Arles une école alternative destinée aux enfants différents qui n'ont pas trouvé leur place dans le système éducatif traditionnel, axé sur l'évaluation et non la confiance en soi. Prendre en charge un enfant surdoué, en difficulté, vouloir le faire entrer dans un cadre théorique quel qu'il soit, est voué à l'échec. Je vais donc vous parler de ma démarche, celle classique qu'on utilise en orthophonie, la plainte, l'anamnèse, le bilan, les bilans complémentaires. Revenons à la plainte et plus particulièrement à la plainte de troubles de l'attention. Un enfant donc consulte pour des troubles de l'attention, hyperactivité, difficulté à soutenir son attention de façon soutenue, à s'organiser. Il oublie facilement les choses, il paraît des fois un peu dans la lune, dans sa bulle. Les parents se plaignent de devoir répéter la même chose, manque de concentration, faute d'étourderie, bien sûr troubles d'apprentissage de la lecture, dysorthographie, impulsivité, difficulté de concentration. Il parle trop, il tripote, il fait tomber son matériel. Donc il est vraiment remarqué en classe. Et donc les problèmes d'apprentissage, que ce soit de lecture, d'apprentissage en soi de lecture, de dysorthographie, et même au niveau de compréhension des énoncés de problèmes. Donc j'évoquerai rapidement le bilan orthophonique classique, mais complet, avec l'examen de l'attention, de la mémoire, qui notamment pointeront l'empan visuel, les empans auditifs, la boucle phonologique. Ensuite, la lexique et la mémoire sémantique avec les fluences, qu'elles soient phonémiques, sémantiques, les relations sémantiques, la polysémie, l'antonymie en contexte, catégorisation, superordination, compréhension de phrases, de consignes, morphologie dérivationnelle, compétences en langage oral, les complétions de phrases, de consignes, compréhension de récits, de débats, jugement morphosyntaxique, lecture, qu'elle soit de mots, de non-mots, compréhension de phrases en images,
l'épreuve de leximétrie, la lecture-recherche, la compréhension de texte, les compétences orthographiques, morphologie flexionnelle, complément de phrase, textes à choix multiples, dictée, closure de texte, compléter chaque phrase à l'écrit, ainsi que les compétences transversales, jugement morphosyntaxique, connecteur, quantificateur, habileté pragmatique, traitement des inférences, logique, langage devinette. Vous comprendrez qu'avec un bilan aussi complet, on puisse avoir quand même une image assez révélatrice du fonctionnement de l'enfant. Donc là, pour faire la corrélation avec le thème de cette journée, plusieurs symptômes sont retrouvés aussi bien chez l'enfant TDAH que chez le haut potentiel. Et la coexistence du TDAH et du haut potentiel doivent être envisagées devant un enfant intelligent dont les résultats scolaires ou les compétences ne sont pas en rapport avec les compétences supposées. Le QI révèle une dissociation entre les indices. L'indice verbal de performance valide le haut potentiel, tandis qu'une baisse significative de la mémoire de travail ou la vitesse de traitement est évocatrice du dysfonctionnement préfrontal, trouble des fonctions exécutives. Si au terme de ce bilan, l'enfant s'avère à haut potentiel, il est important déjà dans un premier temps de le rassurer, pour lui faire découvrir qu'au-delà de ses difficultés, il a énormément de talent, de richesse qu'il doit mettre en valeur et qu'on va s'appuyer là-dessus dans sa rééducation. Je lui demanderai donc de collaborer dans un projet thérapeutique qui va l'aider dans le domaine scolaire, mais aussi valoriser son talent pour l'épanouir. Rappelons pour mémoire son fonctionnement, ses forces. Il est créatif, imaginatif, un cerveau toujours en ébullition, une compréhension rapide, une grande finesse, une grande intuition. Il est très perméable au climat d'une situation, ce qui peut être le revers de la médaille aussi. Deux caractéristiques à considérer, une extrême sensibilité, rapidité de compréhension, d'apprentissage. Il a une énorme plasticité cérébrale sur laquelle je m'appuierai beaucoup en rééducation. Il fait preuve d'une grande capacité d'abstraction, de concentration. Et pour ces âmes hypersensibles que sont les précoces, tout est susceptible de faire du sens. Ils veulent savoir, posent des questions, sont curieux, élaborent, s'impliquent mentalement, sont critiques, rapides, créent du nouveau, aiment la complexité, ont des idées riches. À ce propos, je dirais que moi, en tant que thérapeute, je dois être toujours très droite, la femme debout, parfaite, que l'on peut admirer parce que l'enfant précoce a besoin d'admirer, est assez perfectionniste à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il me renvoie toujours à « je n'ai pas le droit à l'erreur », à la fois je dois savoir, à la fois je dois avoir de l'humour, je dois être drôle. Sans arrêt, moi-même, je suis sur la sellette, j'avouerai. Ces fragilités, donc, ce sont ces mécanismes de défense, l'intellectualisation, l'ennui, l'agitation, la provocation, le repli, conduite d'échec, besoin de maîtrise, lenteur, une expression orale brillante, mais un écrit difficile, un ennui face à l'apprentissage et à la routine, une fonction intuitive, analogique, qui se caractérise par une absence de méthode, sans analyse séquentielle, ne peuvent justifier leurs résultats, difficulté à exprimer les procédures. J'ai même eu un enfant qui était en terminale, qu'une amie m'avait envoyé parce qu'il était brillantissime en mathématiques, mais il risquait effectivement d'échouer aux épreuves du baccalauréat puisqu'il était incapable d'expliquer de manière séquentielle son fonctionnement et comment il en était arrivé à un tel résultat. Bon, ça c'est connu de tout le monde. Et puis surtout aussi cet enfant, il a une estime de soi assez fragile et il va falloir travailler avec. Donc des mécanismes de défense, ennui, agitation, repli, conduite d'échec. Ces besoins, et ça il va falloir toujours être très vigilant par rapport à soi, c'est la quête, le besoin de sens pour fonctionner, besoin de faire plusieurs choses à la fois, ça a été largement évoqué ce matin, pour être attentif, besoin de reconnaissance, de motivation, d'équilibre. Maintenant, on va mettre en place donc, ce que j'appelle notre projet thérapeutique à 4 mains. C'est-à-dire, on va débriefer en quelque sorte l'ensemble des bilans qu'on a faits et on va reprendre avec lui les lectures, les analyses des bilans, qu'ils soient orthophoniques ou psychométriques. On va en discuter avec lui pour un projet thérapeutique consensuel. Analyser là où il peut être meilleur, lui donner des outils,
s'adapter à ses difficultés. Je vais pointer vraiment l'importance de créer un dialogue intéressant, lui parler de lui, car il a tendance à se dévaloriser, reconnaître son don. Il est urgent de le rassurer quant à la réalité de son intelligence, lui suggérer que seul le mode d'emploi est à revoir, l'éclairer sur qui suis-je, son fonctionnement, ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'il doit connaître les lois de l'intelligence, la compréhension, la réflexion, la mémorisation, la restitution, le projet. J'ai envie de dire aussi tout ce monde émotionnel qui peut être bon mais se retourner aussi violemment contre nous, ce raisonnement rapide mais intuitif. Il va falloir lui expliquer que le travail, l'effort, l'apprentissage procurés par une réflexion plus approfondie vont lui permettre d'assimiler un savoir-faire, relativiser l'échec et lui expliquer qu'il doit procéder selon des étapes et accepter de suivre parfois une voie plus lente. La rééducation sera, bien sûr, en dehors du travail habituel de rééducation orthophonique classique, ce sera aussi en même temps lui donner cette dynamique de changement. Rééduquer bien sûr son attention, qu'elle soit attention focalisée, etc., pour sélectionner les éléments sur lesquels s'exerce son travail, augmenter, si c'est une dyslexie, la conscience phonologique, stimuler le stockage en mémoire à long terme des représentations lexicales, donc monter ce qu'on appelle un dictionnaire orthographique lexical, réguler, organiser sa pensée de façon linéaire, séquentielle et non intuitive. Développer donc l'attention focalisée, la mémoire de travail, la planification, des situations qui obligent à inhiber une réponse première. La planification, vérifier le sens des termes libellés, mes collègues l'ont évoqué plus haut, mécanismes logiques pour repérer la cohérence, les hypothèses, les déductions logiques, les inférences. Alterner à la fois, j'ai envie de dire, l'apprentissage technique, systématique, et une méthode plus souple d'échange, d'expression personnelle. Quand je dis méthode plus souple, quand on va travailler par exemple l'orthographe, on va pas être forcément avec papier crayon, on va reprendre le bled et l'ORTH, surtout pas, mais on va jouer avec des situations, notamment ce que j'ai produit dans un livre de morphologie, copine de DU, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, du genre de phrases tu te tais, te tais-tu, tu les ranges, tu te tues et je ne t'entendis point de la soirée, tu te tues au travail, donc un petit peu à la Raymond DeVos, où là il va falloir effectivement mettre l'énoncé en encodage, en gestion mentale, du type, j'en ai pris quelques-unes, cigare ni nuit à la santé, cigare desservent Paris, il cigare régulièrement. Alors là, je peux vous dire que là, l'enfant précoce, il va avoir du plaisir, du coup, à écrire et à orthographier. Parce que là, on geste du sens, on a une représentation mentale, puis c'est drôle, puis après, on peut en créer soi-même, on peut en inventer. Donc justement, je parlais de ne pas le réduire à ce fonctionnement dans le cadre scolaire, de s'intéresser à ses goûts, son originalité, de faire preuve d'une grande créativité, que cette créativité puisse devenir aussi littéraire, avec l'amour des mots, des nuances, quand on va jouer au kyriel, le gentil, tirer, rester, témoin, s'il ne sait pas, on va dire des mots, et on va jouer, on va produire, on va créer, on va... Un petit peu comme quand Soufachin parle de cette intelligence en arborescence, on va être aussi complètement là-dedans. Je veux dire néanmoins qu'on va devoir effectivement sur le plan orthographique, etc., sur le plan dyslexique, rester un minimum technicien, mais aussi dans la joie et dans le plaisir de découvrir. On va leur apprendre aussi, donc pour ce côté déjà plus ortho, entre guillemets, leur apprendre à observer de façon méthodique, travailler le balayage visuel, organisé, sélectionner l'essentiel dans les problèmes, comment je vais avoir ce traitement séquentiel, ne pas se perdre dans les détails, développer la flexibilité cognitive, c'est-à-dire que la phrase, on peut la reprendre dans l'ordre séquentiel, les enfants, on va pas oublier notre petite marque de pluriel, il y en a plusieurs, mange, bah oui, ENT, des cacahuètes, ou alors on va écrire des mots, va falloir trouver le mot d'avant, sans arrêt pour être en fait dans la plasticité neuronale. Donc les aider à ne point se disperser, complimenter, j'insiste aussi là-dessus,
et faire en sorte qu'il ne s'exaspère pas trop par rapport à tout son vécu académique qu'il a longuement rejeté, et j'ai envie de dire où souvent il ne connaît que ça. Je vais donc travailler, j'évoquais les jeux de mots, les kyrielles, dans la jouissance, dans l'étonnement, et voilà. En conclusion, la rééducation des troubles cognitifs d'un enfant précoce ne relève pas, selon moi, que d'un outil spécifique, mais d'une relation rééducateur-thérapeute, où il conviendra de l'aider à donner du sens à son travail, le valoriser, l'aider à libérer sa créativité, son expression personnelle, s'intéresser à ses goûts, son originalité. Que ce que l'on propose fasse sens, faire des liens, que son haut potentiel ne soit pas un handicap, mais soit un atout, et ça, je pense que ça, c'est important de le travailler avec lui, et qu'il ne travaille pas seul devant sa console ou son ordinateur, qu'il soit soutenu par le thérapeute qui va le guider tout au long des séances. Il utilisera des techniques propres à son art en mentionnant particulièrement la verbalisation explicite. Il va être important aussi d'apprendre à l'enfant à développer un peu tout ce qu'on appelle la métacognition et le langage qui se parle beaucoup à lui-même, qui se dise, qu'il oralise un petit peu son fonctionnement, sa méthodologie. Et là, je puis vous assurer, j'ai envie de dire que les résultats de la prise en charge sont évidents. La dysorthographie résiste. Elle résiste parce qu'elle exige peut-être davantage de lois, de normes, d'anticipation, et ça plaît pas, ça fait pas plaisir. Et là, je vais quand même évoquer un petit clin d'œil avec une jeune fille qui vient de me faire un petit coucou. 30 ans après, elle me dit, vous vous rappelez, elle s'appelle A, elle m'a dit, vous m'avez soignée quand j'avais 14 ans. Tout le monde disait que j'étais nulle et que j'étais très gravement dyslexique et je n'y arriverais jamais. Et je lui dis, mais oui, je me souviens très bien de toi, je t'amenais des textes de Alain, on parlait de philosophie, et tu étais absolument remarquable. Et elle me dit, je vous appelle parce que dans la dernière séance, vous m'avez dit, mais peut-être tu sais, un jour tu écriras un livre. Et elle me dit, je viens vous faire ce petit coucou parce que là, je suis en train de faire la promotion de mon livre. J'écris mon livre, j'ai mon doctorat, je suis prof à la Sorbonne et à Sciences Po. Et je lui dis, mais je t'avais pas dit à l'époque que tu étais peut-être précoce. Elle me dit, oui, et plein de gens me l'ont dit. Et donc voilà, il y a des cadeaux et j'avais envie de partager ce cadeau avec vous. Je vous remercie.